l'heure de la clôture, donc j'appelle à la tribune s'il est arrivé, parce qu'il avait un jury de thèse jusqu'à 15h15, le professeur Olivier Guérin. Ah ben je le vois, parfait. Karine Lefebvre et Nicolas Castoldi. Je vous propose de vous installer. Et c'est Olivier qui commence. Tu veux aller au pupitre, tu veux rester assis? Comme tu veux, comme tu préfères. Merci Fabrice. D'abord, c'est un immense plaisir, parce que ce rendez-vous que nous avions pris il y a déjà quelques années, il se réalise. Alors je ne suis plus en fonction d'élu localement, mais c'est un vrai bonheur qu'on ait pu initier cette approche avec vous tous ici, et que ça puisse se réaliser dans ma ville, à laquelle je suis tant attaché. Alors malheureusement, le problème quand c'est dans sa ville, c'est que c'est pas facile de se libérer complètement pour pouvoir assister à tout. Mais j'ai eu beaucoup de retours parce que beaucoup de mes amis, de mes collègues, de mes proches ont pu tout au long des 2 journées travailler dans cet espace. C'est comme ça qu'il faut le considérer, je pense, cet espace, à la fois de démarche éthique, mais au-delà de ça, et je trouve que Federico l'a très bien dit, d'une sous-tendue par une profonde envie de solidarité. Et c'est dans cette perspective-là qu'on avait construit ensemble c'est possible à l'époque université d'été sur le sol niçois. Pourquoi à Nice? Parce que c'est la plus belle ville du monde. En soi, ça suffit comme argument. Parce que nous étions portés par la volonté du maire, évidemment, ça joue beaucoup, et parce que nous voulions montrer, tu parlais de chemin de liberté, nous voulions montrer que, on en parlait tout à l'heure avec Mathilde Maury, qui est essentielle dans tout ce qui a pu se passer aussi là maintenant, montrer que dans le chemin de liberté, c'est aussi un chemin de l'initiative et de la volonté avant tout. Et que le rôle d'un territoire qui se veut propice à ces populations les plus vulnérables, quelles qu'elles soient, et en l'occurrence à nos concitoyens atteints de maladies neuroévolutives, c'est de à la fois identifier tout ce qui se fait sur un territoire par l'initiative associative, qui est fabuleuse. Moi, ça a été, je dirais, mes meilleurs moments d'un mandat d'adjoint au maire pendant 6 années, que de côtoyer les associations, dont beaucoup sont ici, et la formidable énergie dans l'intérêt général qu'elles peuvent déployer sur un territoire. Rien ne se ferait sans l'initiative associative, mais avec cette capacité qu'on a d'intégration de ces initiatives dans un but qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut structurer dans une politique habituelle. Et la démarche éthique est intrinsèquement liée finalement à cette prise de décision publique. Et dans mes mandats nationaux maintenant, comme président de la Société française de gériatrie et de gérontologie jusqu'à il y a peu de temps, et même dans ce que j'ai pu essayer d'amener au sein du Conseil scientifique Covid-19 pour le président de la République, aux côtés des autres collègues qui y participaient, c'était d'avoir toujours cette vision spécifique et aiguë, je dirais, de ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour les plus vulnérables d'entre nous à chaque instant. Je vous dirais que j'ai été assez déçu face à nos alertes. Je prends ma casquette d'ancien du Conseil scientifique Covid-19, qui, comme tout le monde le sait, s'est arrêté le 31 juillet avec la loi, et c'est très bien, de ce qu'on a pu mettre en place. Parce qu'on a pu trop peu. Et que le prix qu'ont payé les vulnérables français a été très élevé. C'est pas que chez nous, mais c'est pas pour autant que ça me rend heureux. Pourquoi? Parce que je crois qu'on a mal anticipé une succession de phénomènes, dont, pour le gériatre que je suis, en premier lieu, le phénomène du vieillissement de la population française et de la population mondiale, qui nécessite une approche, une vision, une structuration solidaire
qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux que nous avons face à nous. Quand Olivier Véran et Brigitte Bourguignon m'ont demandé, ainsi qu'à mon collègue Claude Jandel, un rapport sur l'évolution des EHPAD et des unités de soins de longue durée, on ne va pas débattre des mesures techniques, hein, ce n'est pas le lieu du tout ici, mais la première partie du rapport, on a essayé d'en faire un rationnel scientifique sur la prospective de besoins. On le savait déjà, mais on a pu l'écrire. Pour moi, l'élément essentiel du rapport, c'est de dire que tout le sujet du vieillissement de notre population et, de fait, des pathologies qui sont liées au vieillissement, pas tout le temps, heureusement, évidemment, mais elles sont là, ne sont pas appréhendées sur un plan de planification stratégique. J'ai pu en dire deux mots, même si on parlait complètement d'autre chose avec au président de la République, c'est je ne comprends pas pourquoi dans un pays comme le nôtre, qui a porté tellement de grands combats dans son histoire, on n'est pas les premiers à faire du vieillissement, au sens large, de l'approche vis-à-vis des plus vulnérables d'entre nous, un élément de planification stratégique de l'État, avec ses déclinaisons sur les territoires et avec, encore une fois, la capacité à additionner les talents et les initiatives. On est bien d'accord. Mais nous sommes en France et on a besoin de cette vision-là. Et ce n'est pas à la hauteur des enjeux. On discute du péril environnemental et climatique. Il est réel. On a des données. Mais les données les plus robustes qu'on a, quand on est à la tête d'un État comme le nôtre, ce sont les données démographiques. On sait exactement quelle sera la population de la France en 2030, 2040 ou 2050. On le sait déjà. On le savait déjà avant. Je ne veux pas être un planificateur à tout prix, mais c'est une donnée incroyablement puissante qui doit transcender toutes les autres, qui doit modifier notre système de santé profondément, parce que ce n'est pas pour rien que nous sommes en ce moment face à un effondrement complet de notre système de santé, ce qui est très inquiétant pour tous les patients potentiels que nous sommes, évidemment. Mais pas que. Comment on construit notre communauté nationale avec ces données certaines. Et je crois que des temps comme vous avez eu ici, ce sont des temps qui doivent être contributifs pour faire remonter à la fois ce besoin, mais aussi les solutions potentielles issues des initiatives locales, notamment. Alors vous voyez à quel point vous avez fait 2 journées importantes et à quel point j'ai hâte de voir les minutes de tout ce qui s'est dit, parce qu'on m'a raconté des choses incroyables dans les ateliers notamment. C'est passionnant ce que vous avez pu faire. Et puis pour nous, pour vous, qui avez pu participer à ces 2 journées, je pense que c'est une forme de parenthèse et de temps extrêmement important pour créer la communauté que vous êtes et qui doit embarquer la communauté nationale. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu faire. Merci à toi Fabrice, merci à vous tous. Et à très bientôt à Nice, pour une autre raison, mais il faut que vous reveniez tous. Merci Olivier d'avoir rappelé que c'est un projet ancien, notre partenariat niçois. Merci aussi d'avoir salué le rôle de Mathilde Maury, qui est très importante dans ce dispositif. Alors, il n'y aura pas des minutes écrites, mais comme on est au XXIe siècle, il y aura des minutes vidéo, et évidemment, tout sera sur le site internet de l'Espace Éthique d'ici quelques jours. Et je voulais aussi souligner le fait que ce que tu as dit me semble important aussi en termes de portage politique. On l'a dit en ouverture, on avait envie de le souligner en clôture. Merci beaucoup. Et même si Nice est évidemment la plus belle ville du monde, bien sûr,
Nous avons aussi, c'est pour répondre un peu à la dernière remarque et la dernière question du professeur Bernardin tout à l'heure, c'est qu'il y a effectivement l'ambition de faire de ce qu'on fait ici un laboratoire et de faire qu'on puisse, si ce n'est le dupliquer, du moins le faire essaimer évidemment dans d'autres villes et dans d'autres contextes, des plus petites villes ou des contextes totalement différents. Merci Olivier, et nous accueillons Karine Lefebvre qui est conseillère technique de la Fondation Partager Vie, mais qui s'exprime ici aussi au titre de vice-présidente du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique. À toi Karine. Merci Fabrice. Alors je note que vous n'êtes pas tous partis encore, donc je loue votre patience. Et quand on ne part pas, c'est qu'on a le temps avant, au lieu de prendre un train, mais peut-être qu'on a aussi de l'intérêt pour la matière. Donc c'est aussi une façon de remercier de la qualité de l'organisation et du contenu de ces journées, même si je n'ai pu assister que depuis ce matin à celle d'aujourd'hui. Moi, j'ai bien aimé le ton. Alors, je peux ne parler que d'aujourd'hui, mais je me suis quand même renseignée surtout pour conclure, sur ce qui s'était passé hier. J'ai bien aimé le ton de ces journées. Le ton assez tranquille, en fait. Moi, c'est l'impression c'est un luxe de se poser pendant 2 jours, aussi nombreux, et de prendre le temps d'échanger, vraiment de façon paisible. En tout cas, c'est l'impression que je ressortirai avec cette impression-là. Et puis, j'ai beaucoup aimé le titre, bien sûr, mais vous avez dû en parler depuis le début. Je trouve qu'il y a une once de poésie, ça fait appel au grand large, voilà, et puis de façon très concrète par rapport à la perte d'autonomie. Derrière, bien sûr, cela évoque des réalités très concrètes, très pragmatiques. Ça évoque des souffrances, ça évoque des choix, ça évoque des dilemmes. Retrouver des chemins de liberté, voilà. Alors, je voudrais aborder avec vous 3 points. Je vous promets de ne pas être trop longue parce que c'est vraiment la fin de ces 2 journées et puis qu'il y a encore un autre propos conclusif. Je voudrais commencer, je voudrais conclure par repartir du début. Alors, on ne va pas refaire les 2 journées, mais repartir justement des mots du titre. On a beaucoup entendu parler des mots d'ailleurs. Mais finalement, quand on malaxe une matière, à la fin, c'est bien de se poser puis de se dire, voilà, est-ce qu'on voit les choses de la même façon ? Et le terme de retrouver, ça implique finalement qu'il y avait des chemins antérieurs. Alors, quels étaient les chemins antérieurs ? Et puis, est-ce qu'il y en a des nouveaux ? Et forcément, avec la crise, on a changé de prisme. Elle a dessiné des nouveaux chemins, des nouveaux questionnements. On ne se posera plus la question, on ne se posera plus les questions de la même façon, notamment les questions de liberté. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappés en tant que citoyens, mais bien sûr, dans tous les travaux qu'on a menés, à chacune des étapes, à chaque vague et à chacune des saisines et autosaisines qu'on a pu faire au niveau du Comité consultatif national d'éthique, en lien d'ailleurs très étroit, je tiens à le souligner, avec les espaces régionaux de réflexion éthique, dont l'espace Île-de-France, bien sûr, mais pas que. Et ensuite, c'est des chemins. Alors, Catherine Olivet a évoqué la subtile différence entre les chemins et des chemins, mais en tout cas, dans des, il y a le pluriel. Donc, il y a plusieurs possibilités. Mais il n'y a rien de défini, finalement. Donc, c'est à nous de le définir, c'est à nous de le décider. Et ensuite, il y a la notion de chemin. Alors, c'est marrant parce que en écrivant, il y a un lapsus. J'ai écrit le chemin avec un i, j'ai écrit la notion de voie et j'ai écrit avec un x. Alors, c'est vrai que je travaille beaucoup sur les questions de démocratie en santé et donc de participation et d'écoute des citoyens et des usagers. Et pour le coup, sur cette question-là, c'est quelque chose d'assez flagrant. Donc voilà, la voie, on peut l'écrire avec un e ou avec un x sur ces questions-là. Et tout à l'heure, vous évoquiez, M. Guérin, la question de la démarche éthique. Et dans la démarche éthique, il y a la notion de marche aussi, et donc d'étapes successives. Mais il y a aussi derrière la notion de temps, une notion de temps que connaît bien Fabrice, puisque tu avais écrit sur la maladie du temps. Et moi, je trouve que ça fait très longtemps qu'on se connaît avec toute l'équipe, c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de revenir, année après année. Même si on prend de l'âge aussi, mais on prend peut-être aussi une certaine sagesse et un recul par rapport à ces sujets. Je trouve qu'il faut travailler notre impatience, parce qu'on a envie que ça aille vite, et puis on voit bien qu'il faut être beaucoup plus patient et que ça prend toujours plus de temps. Il faut essayer de trouver le bon moment, il faut prendre son bâton de pèlerin, et voilà, donc c'est parfois très, très complexe, mais ce que je ressens, et je l'avais déjà senti l'année dernière, et puis dans les manifestations antérieures, c'est qu'à chaque fois, il y a le même degré de conviction, et ça fait vraiment très plaisir. Voilà, donc c'est une source d'espoir.
Et puis le dernier mot du titre, c'est la liberté. Alors on aurait pu l'écrire au pluriel, les libertés. Et quand on pense à liberté, il y a aussi sur le triptyque républicain, égalité, fraternité. Et je trouve, en tout cas j'ai trouvé en vous écoutant aujourd'hui, que l'égalité et la fraternité servent l'objectif poursuivi de renforcer les libertés des plus vulnérables. Et ce qui me marque aussi beaucoup, j'étais la semaine dernière à un congrès organisé par l'OMS à Lisbonne avec tous les comités d'éthique, enfin en tout cas il y avait 150, donc beaucoup de comités d'éthique nationaux. C'est très très intéressant d'entendre ce qui se passe en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, et dans les différents niveaux européens, régions européennes. Et ce qui émerge de façon très forte, c'est la notion de solidarité. Alors ça fait longtemps qu'on en parle de la solidarité, mais il y a des travaux et des travaux de recherche et des comparaisons qui se font. Il y a un rapport du Bureau international, du Comité international de l'UNESCO qui vient de sortir sur les questions de solidarité. Je vous invite à aller sur leur site. Alors la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que finalement, à la fin de ces 2 journées, on se dit, pour retrouver, parce que c'était ça la question, pour retrouver des chemins de liberté. Alors que faut-il pour retrouver des chemins de liberté? Alors 2 jours, vous avez réfléchi pendant 2 jours. Moi, il me semble qu'il faut creuser le sillon, continuer de le creuser. Alors ça, c'est un grand classique, et vous l'avez dit, croiser les regards, les approches, beaucoup d'écoute. Plus j'avance, plus je me dis que c'est extrêmement important d'écouter, qu'il faut monter dans le degré et la qualité de l'écoute. Il faut prendre la question sous tous ses angles. Alors les questions complètement basiques de qui, quand, quoi, où, comment, finalement, si on l'applique à cette question-là, ça permet d'élargir complètement le spectre. Et puis, ce que j'ai apprécié, c'est finalement la vision positive que porte ce titre. J'ai vu passer des titres de colloques, ne serait-ce que les semaines précédentes, avec la notion de ghettoisation, la notion de sous-citoyenneté, des notions encore extrêmement négatives. Et moi, je trouve qu'on peut aussi aborder les mêmes thèmes avec de la mesure. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conviction, qu'on ne peut pas être bouleversé. Mais je trouve que c'est constructif et que c'est par une vision constructive qu'on aura peut-être plus de chances d'avancer. Et puis le dernier point que je voulais évoquer avec vous, ça ne vous étonnera peut-être pas en tant que juriste, ce sont les rapports extrêmement étroits et intriqués entre l'éthique et le droit. Et je l'ai encore entendu pendant les ateliers auxquels j'ai assisté aujourd'hui. Finalement, l'éthique et le droit, c'est un vieux couple, mais qui bénéficie d'une éternelle jeunesse. C'est vraiment extrêmement frappant. Donc ça se frotte, c'est en cohérence, ça se confronte, ces deux notions. Mais pour retrouver des chemins de liberté, ça implique aussi de retrouver et d'évoquer la question de l'accès au droit. Alors, vous avez parlé de consentement, vous avez parlé de refus de consentement, vous avez parlé de faire tomber des tabous avec l'accès à la vie affective et sexuelle notamment, et plein d'autres choses. Mais quand on aborde les questions d'accès au droit, on aborde forcément la question du rapport au risque et des responsabilités. Et le risque majeur, et ça on le ressent à travers les derniers travaux du CCNE, je pense notamment à l'avis 136 là, sur les enjeux éthiques relatifs au consentement dans la relation de soins. Enfin, moi, je vous invite plus à aller le lire. On a travaillé pendant plus d'une année là-dessus, il est paru en juillet l'année dernière. Celui qu'on vient de rendre sur la fin de vie, qui fait l'objet de beaucoup de débats, mais on sent bien, lisez-le, parce que, et pas uniquement les résumés, on sent bien la matière et les dilemmes que ça a suscité. Et celui qu'on est en train de travailler, qui sortira le mois prochain, la vie 140, sur la question des enjeux éthiques vis-à-vis du système de santé, notamment l'hôpital, en attendant le volet 2 sur le médico-social et l'approche transversale. Et en fait, le risque majeur qui émerge, c'est la question du renoncement et de l'abandon par ces personnes vulnérables, si elles ne sont pas suffisamment accompagnées, l'abandon même à l'idée de s'emparer de ces libertés. Donc, il faut donc d'infinies précautions, il faut du temps humain, il faut une éthique de la relation. Là aussi, vous l'avez dit avec ces mots-là ou d'autres mots à travers les interventions de ce jour. Mais finalement, la vraie question, et les juristes, en tout cas en tant que juriste, j'aime toujours beaucoup échanger avec des philosophes, peut-être que la vraie question philosophique, ça serait, peut-on encore avoir une parcelle de liberté ou une maîtrise de sa vie quand on est dans la situation de la plus grande dépendance? Et il y a une différence sans doute subtile, on en a parlé hier avec Kevin, entre la question de l'autonomie et la question peut-être de l'indépendance.
Ça, c'est une notion sans doute qu'il va falloir travailler en termes de concept. Et sans doute que la différence est subtile, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose des positionnements alternatifs. Alors finalement, ces universités d'été, elles contribuent à ancrer la réflexion éthique avec une méthode tout à fait intéressante, celle de faire lien. Alors il faut vraiment ne pas sous-estimer l'importance de se faire corps, hein, au sens de... Alors bien sûr, il y a le toucher, hein, et vous êtes beaucoup sont soignants, mais il y a la notion de corpus et de communauté. C'est loin d'être anodin, hein, vraiment, cette notion de faire corps et de coordination. Et puis c'est aussi une éthique pragmatique, et je reprends les mots, je me permets... Madame Olivet, vous avez dit « Je vous supplie de ne pas partir du théorique ». Alors, il y a des instances, et pour le coup, le Comité national d'éthique ou les espaces régionaux de réflexion éthique ou les comités au sein des établissements ou les espaces, enfin, peu importe le nom, ils sont nécessaires, mais ce qui est vraiment important, c'est effectivement de partir du terrain. Et je reprends les mots d'une infirmière qui dit « Il faut que ce soit une éthique qui me touche, qui me parle, qui ne soit pas perchée, diraient les jeunes ». Alors, une éthique pas perchée, mais une éthique quand même qui doit prendre une certaine hauteur à certains moments. Voilà. Et en tout cas, une éthique qui conduit à une autre écoute, une autre façon de voir. Et c'est vrai que les ateliers, les formations flash, les débats que vous avez organisés au cours de ces 2 journées sont tout à fait intéressantes. Un des derniers points que je voudrais évoquer avec vous, c'est un enjeu stratégique, et c'est très important en termes de positionnement, ne serait-ce que régional, et l'espace de réflexion éthique Île-de-France est concerné comme bien d'autres, mais peut-être avec un prisme particulier, c'est que l'éthique est politique. Alors, elle est à la fois indépendante, et d'ailleurs on prône la question de l'indépendance des comités par rapport aux politiques, mais quand même, l'éthique est politique, et je reprends les mots d'un collègue hollandais, justement, à Lisbonne la semaine dernière, qui disait « L'éthique a un pouvoir de transformation du politique, mais pour ça, il faut être entendu. Il faut travailler sur l'éducation, il faut travailler sur l'écoute, les consultations. J'ai beaucoup entendu parler de transparence aujourd'hui. Alors là, le mot de transparence, c'est quelque chose qui était très fort la semaine dernière. Et puis, une chose tout à fait intéressante, c'est qu'à travers les différentes vulnérabilités qui émergent, c'est la question de la dépendance, les questions liées aux migrations, les questions liées au climat aussi, il y a des problématiques de climat et d'éthique, eh bien ça permet peu à peu de faire bouger les choses, d'intégrer des nouvelles problématiques qui nous toucheront tous. Voilà. Donc finalement, c'est la place de l'éthique dans la prise de décision politique, dans la prise de décision publique. Et moi, je suis absolument convaincue, ça n'engage que moi, mais je suis quand même convaincue, et je vous donne ma conviction que la crise a quand même donné une place beaucoup plus importante qu'elle n'avait avant, en tout cas une prise de conscience à ce questionnement éthique, et ça fait partie des aspects positifs de la crise, malgré beaucoup de choses à revoir. Donc encore un grand merci à toute cette équipe qui nous a invités à cette pause et à dessiner d'autres horizons. Finalement, on aurait pu demander à Magritte de peindre d'intituler un tableau « Ceci n'est pas une liberté », justement pour qu'il puisse, à l'inverse, nous dessiner ce que c'est. En faisant cela, en fait, Fabrice et toute son équipe, Virginie et toute son équipe, pardon de ne pas citer tout le monde, vous nous aidez à construire notre propre avenir, mais vous nous aidez aussi à lutter contre les racines d'un mal qui serait l'oubli des valeurs fondamentales, parce qu'il faut toujours partir des libertés. Et quand j'ai entendu dans l'atelier sur sécurité et liberté beaucoup d'échanges, finalement, il faut toujours repartir du principe et des exceptions. Le principe, ce sont les libertés individuelles, et par exception, on essaye de trouver des arrangements pour éviter les risques. Voilà. Donc il faut revenir à des choses simples, il faut rappeler des évidences, et c'est pas toujours simple. Et après Magritte, il y a Picasso, et Picasso il disait que le plus dur, c'est de retrouver les traits de l'enfance. Ça, j'avais entendu dans un reportage. Il disait, voilà, le plus dur, c'est de faire simple. Donc, faisons simple, et puis essayons de faire triompher ce qui n'est pas si évident que ça, le bon sens. Merci. Merci beaucoup, Karine. La parole est à Nicolas Castoldi. Nicolas Castoldi est directeur délégué auprès du directeur général de la PHP. Et parmi ses nombreuses missions et intérêts, il a notamment la question d'installer, soutenir la philosophie à l'hôpital et la réflexion philosophique à l'hôpital. Et donc on est très heureux il y a d'autres philosophes, au moins de formation dans cette salle, j'en suis un aussi. On est très heureux de t'accueillir et de t'écouter, Nicolas, pour conclure cette journée.
Merci beaucoup Fabrice. Puis merci de me donner la tâche la plus dure, qui est celle de conclure la conclusion. On voit que c'est une bonne tâche pour un philosophe, mais le problème c'est que les philosophes parlent longtemps, comme chacun sait. Moi, je parle d'abord comme quelqu'un qui a découvert les universités d'été, et je suis juste très impressionné, très frappé, très touché de tout ce que j'ai vu, entendu, des conversations pendant, après, avant. Je trouve que c'est vraiment un très beau moment. Et donc bravo à tous ceux qui l'organisent et bravo à tous ceux qui patientent jusqu'à la fin de la conclusion avant de rentrer chez eux. Je voudrais partager en fait une réflexion qui part d'une phrase d'un philosophe que j'aime beaucoup, qu'on lit plus beaucoup, qui s'appelle Malebranche, qui est un philosophe cartésien, un oratorien, un père oratorien, qui a beaucoup débattu avec Descartes, qui est quelque part entre Descartes et Leibniz, et qui a une formule que j'adore, et je ne sais pas pourquoi je l'adore, mais je l'adore, qui est nous avons du mouvement pour aller plus loin. Et c'est un peu la définition de la liberté chez Malebranche. Et pourquoi c'est une belle formule? C'est parce que Malebranche est un de ceux qui pense le plus le fait que l'individu est déterminé. Il pense cette fatalité qu'on évoquait hier, que Mme Robin évoquait, et qui pense aussi le fait que dans cette fatalité ou dans cette nécessité, on est capable de prendre ce qui est là, ce qui vient, et d'en faire autre chose. Et de se décaler à partir de l'acceptation de la situation et d'arriver à aller plus loin. C'est ça, ce mouvement-là. Et ce mouvement-là, c'est une capacité à se ressaisir de ce qui se passe pour faire quelque chose qui est différent de ce qu'on aurait attendu. Et je pense que c'est d'abord une très belle réflexion, et je pense que c'est une partie du sujet qu'on a, et c'est pour ça que je voudrais revenir de manière un peu décalée sur 3 choses que j'ai un peu retenues, ou que je pense avoir commencé à comprendre, maintenant que je m'intéresse un peu plus aux questions de santé, que j'ai la chance de travailler à la PHP, de travailler avec des soignants, de travailler avec des patients, et d'essayer de réfléchir un peu à ces questions-là. Et la première chose, c'est de dire que l'éthique, c'est pas quelque chose d'extérieur aux soins, c'est pas une dimension extérieure, c'est pas un truc de surplomb, c'est pas une norme extérieure, c'est pas quelque chose qui viendrait réguler le soin. Je pense très profondément, après ce que j'ai pu voir et entendre, que le soin, il est très profondément, très naturellement éthique, en tout cas qu'il y a quelque chose de profondément éthique dans le soin. Ce qui a été rappelé au fond par mon camarade philosophe, avec l'exemple de Margaret Mead, au sens où voilà, le soin, c'est un mouvement pour accueillir, prendre en charge, accompagner, soigner, soulager, tout ce qu'on voudra. Et dans ce mouvement-là, il y a quelque chose qui est fondamentalement éthique. Et je le dis parce que je pense que c'est, je le redirai ensuite, mais le socle partagé sur lequel il faut construire. Il y a forcément des tensions, des oppositions, il y a forcément des points de vue, pour des raisons qui se comprennent, et j'y reviendrai aussi. Mais c'est le socle. C'est le socle. Le soin, il est assez profondément, essentiellement éthique. Et en même temps, dans le soin, il y a des choses qui menacent l'éthique. Il y a des choses qui menacent l'éthique parce que la situation de soin, elle est asymétrique, parce qu'elle est singulière, parce que le patient vient chercher chez le soignant des choses qu'il n'a pas, par définition, qu'il ne peut plus faire. Ça a été admirablement dit lors de l'intervention de Mme Cerizet, qui était un moment admirable. Voilà, il y a une forme de procuration. On vient chercher auprès du soignant ce qu'on ne peut plus faire ou ce qu'on n'a pas. Voilà. Et donc, dans cette asymétrie-là, il y a des choses qui font que le soin, à un moment, peut dévier ou se retourner contre lui-même et qu'on peut mal délivrer le soin. On peut mal soigner, on peut mal accueillir. On peut être en divergence forte avec ces valeurs-là. Le dire, c'est indispensable. Mais pour moi, il ne faut jamais le dire en se disant, du coup, le sujet, c'est comment on norme le soin de l'extérieur. Pour moi, la vraie question, c'est comment on construit à partir de ce qui fait l'essence même du soin. Et ce n'est pas juste un truc théorique ou abstrait, c'est le sens même de l'engagement de ceux qui travaillent, c'est le sens même de l'existence des institutions au sein desquelles ils exercent, c'est le sens même de l'engagement des aidants, ça a été parfaitement dit, rappelé. Et donc je trouve que ça, c'est absolument majeur. Je fais un petit commentaire au passage, dans ces effets d'apparition-disparition, je trouve que la question qui est revenue par plein de bribes, et qu'il faudrait peut-être qu'un jour on traite collectivement, qui est celle de savoir qu'est-ce qu'on a appris, vécu, qu'est-ce qu'on doit se dire à propos de cette crise qu'on vient de traverser.
Il y a des choses qui sont assez proches de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'à la fois on a vécu un moment extraordinaire où la société a vécu au rythme du soin, où des décisions ont été prises sur ces fondements-là, et elles l'ont été pour de vrai, je les ai vues. Et en même temps, on a aussi profondément nié le soin. Il y a eu des moments, le refermement, il a produit des séries de choses, il a fait reculer un certain nombre de mouvements qui étaient lancés. Et je trouve que cette espèce de double exercice-là, ce travail un peu en profondeur, il faut le faire sincèrement et honnêtement, mais il faut se redire ce qu'on a vécu pendant 2 ans et essayer de le penser un peu, parce qu'on a vécu quelque chose, les uns et les autres, de rare, de singulier, de compliqué, et qu'à un moment, ça vaut le coup d'essayer de le penser. Il y a eu beaucoup de choses dans l'effervescence du moment, mais voilà, on est dans l'après maintenant, et c'est le bon moment pour penser. Comme disait Hegel, l'oiseau de Minerve prend son envol à la tombée de la nuit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une belle phrase. Voilà. Et donc il est temps pour l'oiseau de Minerve de prendre son envol, puisque nous sommes à la tombée de la nuit, à la conclusion de la conclusion. Donc mon premier point, c'est de dire le soin, il est profondément, naturellement éthique, et pourtant il peut à un moment ne plus l'être. Ça, c'est une vraie phrase de philosophe, puisqu'on ne peut en tirer aucune conclusion. Et mon deuxième point, merci, voilà, je m'excuse auprès de ceux qui partent, ils ont bien raison. Mon deuxième point, c'est de dire que je pense qu'il y a une chose qui est aussi vraiment essentielle. Moi, et on l'a vu dans les propos des uns et des autres, on l'a vu dans la table ronde incroyable de hier matin. Ce qui est en jeu dans le soin, c'est d'une lourdeur folle. Je dirais, il est question de souffrance, de vie, de mort, il est souffrant de moments d'une fragilité extrême. C'est des questions, c'est pas simplement une question de complexité, c'est les enjeux existentiels sont là. Et je ne dis pas ça pour enfoncer une porte ouverte, je le dis parce que je trouve qu'en permanence on l'oublie. On oublie de se dire que le soin, il est à l'endroit le plus compliqué, le plus dur, le plus tendu, qu'on est dans les trucs qui sont les plus pénibles pour tout le monde. On a parlé de l'expérience de la souffrance, de la limitation, de la confrontation à la fatalité. On a parlé de la responsabilité du soignant. On a même dit des choses remarquables, comme dire qu'on demande aux soignants ou aux médecins d'amener le patient ou d'accompagner dans la réaffirmation de sa liberté dans l'épreuve. Et tout ça, par ailleurs, définit une responsabilité individuelle absolument folle aussi. Je veux dire, quelles sont les situations sociales dans lesquelles on s'en remet à quelqu'un comme ça? C'est quelque chose de lourd, pas pour dire que ça serait bien ou mal, c'est d'une très grande force. Et être à la hauteur de ça, ça doit être d'une très grande difficulté. Moi, je ne suis pas soignant. Hein. Moi, je suis philosophe, c'est plus commode. Mais ça doit être d'une lourdeur folle, pour parler d'ailleurs beaucoup avec des jeunes médecins, avec des jeunes infirmières. C'est lourd et c'est compliqué. Et donc la profondeur de ça est très grande. Et je pense qu'il faut que collectivement on se le redise, parce que parfois on est enfermé dans la difficulté qu'on partage, et en se disant qu'elle vient d'ailleurs, qu'elle est exogène. Et bien sûr qu'il y a plein de questions à régler, mais le cœur du sujet, le début de tout ça, c'est qu'il s'agit de traverser ensemble des moments d'une très grande difficulté. Et que ça, c'est forcément compliqué et difficile. Vianney Mourmand l'a très bien dit dans l'atelier sur la fin de vie, en disant, par ailleurs, on vit tous avec ce sentiment qu'il pourrait y avoir une forme de mort heureuse, et donc du coup, ce qu'on fait tous en soins palliatifs nous paraît très en delà de ce que ça devrait être. Et que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut raisonner. Donc ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième point, c'est de dire que la profondeur des enjeux, elle peut unir ou séparer. Et trop souvent, elle sépare. Trop souvent, elle sépare parce qu'il y a asymétrie. Trop souvent, elle sépare parce qu'il y a de la tension, parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a de la douleur, parce qu'il y a des relations interhumaines compliquées, des relations parents-enfants, famille-patient, des relations compliquées entre soignants. Voilà. Et puis parce que la situation elle-même est une situation qui crée de la tension. Et donc, moi, ma réflexion, qui est d'une modestie sans nom, hein, elle est de dire que dans cette situation-là, c'est vraiment fondamental de revenir, en faire un peu du Malebranche, de revenir à ce qui est le socle de tout. Et le socle de tout, c'est qu'un patient qui va voir un médecin ou un patient qui va à l'hôpital, il y va. Et il y a un appel. Et s'il y a un appel, il peut y avoir une réponse. Et s'il y a une réponse, c'est que derrière, il peut y avoir une forme de confiance dans le fait qu'il y a une relation de soin et qu'on sait ce qu'est le soin. Et voilà. Et mon sentiment à moi, c'est que c'est sur cette confiance-là, sur ce socle-là qu'il faut arriver à construire, et qu'il faut arriver à construire en le remettant effectivement au centre de tout,
en faisant en sorte qu'ils ne soient pas gommés, effacés, fragilisés par ce qui est évidemment le quotidien pour les uns et pour les autres, sans méconnaître par ailleurs tout ce qu'il faudrait faire pour que les choses aillent mieux, mais qu'il faut repartir de ça. Voilà. Et moi, je terminerai par ça, et donc c'est la conclusion de la conclusion de la conclusion, mais c'est vraiment le dernier moment. Je trouve que ce que j'ai trouvé, voilà, ce qui m'a touché et frappé dans ces 2 journées passées au sein de cette belle université, de ce beau collectif, c'est qu'on a retrouvé ça. C'est-à-dire que cette forme de communauté-là, cette forme d'union-là, cette envie de parler, de partager, parfois de s'énerver, parfois de dire ce qu'on pense. Mais ça, c'était là. Et je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, je crois beaucoup, y compris dans les temps compliqués qu'on traverse, y compris dans les temps où construire des politiques publiques, comme le disait Olivier, c'est forcément long et compliqué, et donc un peu pénible. On a besoin de pouvoir partir de moments collectifs, de partage, de réflexion, pas pour dire juste il faut à un moment se mettre tous ensemble et parler, juste pour reconstruire à partir des principes. C'est un truc de philosophe, les principes, mais ça marche plutôt bien, en vrai. C'est-à-dire que souvent, quand on retrouve les principes, quand on revient à ce qui fait le sens de la situation, le sens de la condition, ça a été fort bien dit là aussi, on y trouve précisément cette énergie et ce mouvement pour aller plus loin. Et donc je finirai juste en vous remerciant, parce que je pense que grâce à vous, c'est peut-être pas vu là, mais vous m'avez vraiment tous, pendant 2 jours, redonné du mouvement pour aller plus loin. Et donc je vous en remercie. Après Malebranche, remis au goût du jour de 2022 par Nicolas, je vais pas ajouter grand-chose. 3 remerciements. D'abord, vous avez vu qu'il y a une petite logistique derrière cet événement et on a une agence formidable qui nous a accompagnés, Public Création, et on remercie notamment Jessica Hervieux et Margot Vianello, mais toute l'équipe de leur efficacité. Ensuite, je parle au nom de Virginie Ponel. On remercie toute l'équipe de l'Espace éthique Île-de-France, Pierre-Emmanuel Bregeron, qui est vraiment l'une des chevilles ouvrières de cette université d'été, mais aussi Sébastien Claes, Paul Louvel-Dubuc, Anne-Caroline Clause, Léo Coutelec, Patrice Dubosc, Vincent Israël Jost, Amélie Petit, Alexa Lécuyer, Alexis Rayapoulet. Ils ont tous joué un rôle dans la préparation de cet événement et dans son organisation, donc on les remercie beaucoup. Et enfin, bien sûr, tous nos intervenants, tous nos animateurs d'atelier, vous toutes et tous qui êtes restés. L'équipe marseillaise est partie, mais on ne dévoile pas un secret d'État, je pense, en vous disant qu'on va poursuivre nos pérégrinations dans une autre ville l'an prochain et que très probablement on sera à Marseille à l'automne prochain, qui est aussi une très belle ville. On vous souhaite un bon retour chez vous. On espère que le ressourcement était au rendez-vous et à très bientôt.